BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Bon, il y a une bonne ambiance là sur le plateau. C'est votre argent, alors c'est votre week-end. C'est une émission vraiment exceptionnelle. Puis j'ai un plateau sympa, on va voir. Exceptionnel parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué votre semaine et qui ont un impact sur votre argent. On va le faire sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. Et oui, j'ai l'immense plaisir donc de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il a dominé notre top 3 des gérants très longtemps en 2019 et a fini avec une très belle perf de 27,3%. Eric Blaine, directeur de gestion Action. Vous étiez en tête jusqu'au 15 décembre. Vous êtes fait rattraper par des portefeuilles plus risqués, il faut le dire. Mais quand même, bravo. Merci. Donc vous êtes toujours directeur de la gestion... Non, vous êtes directeur général maintenant de... Ah ouais, on a laissé votre ancien poste. Bravo. Il a l'immense... Musique, non ? Il a l'immense mérite de comprendre l'économie, de l'expliquer, de l'enseigner à des étudiants assez médiocres qui ne comprennent pas toujours ce qu'il dit. Michel Rouimi, bonjour. Je disais bonjour. des camps, j'ai changé un peu le texte. Oui, je ne suis pas certain qu'ils comprennent aussi. De toute façon, ils n'écoutent pas. Vous êtes professeur à l'ESCP Europe et Sciences Po Paris. Alors lui, c'est un extraterrestre. Il domine depuis des années, c'est vrai, hein, c'est pas une blague, le classement des prévisionnistes. C'est un classement mondial. Christophe Barrault, vous avez encore gagné. Vous êtes chef économiste stratégiste chez Market Security. Vous en êtes où? Vous nous redites, parce qu'à chaque fois, ça me fait marrer. Ça fait 8 années consécutives sur les US, 5 sur l'Europe et 3 sur la Chine. Donc en fait, vous avez les meilleures prévisions, des chiffres de croissance principalement, ou tous les chiffres? C'est tous les chiffres. Après, ça dépend. Il y a une batterie, c'est 16 chiffres sur les US, une 11, je crois, sur l'Europe et une petite douzaine sur... Ouais, et c'est pas sur Gilly, hein, c'est Bloomberg, c'est qui? Ouais, c'est un classement Bloomberg qui est fait de manière trimestrielle avec un bilan annuel. Et chaque année, vous avez genre une prime en $1 million. Non, zéro. Juste Zéro. la Il y a reconnaissance pas et je suis invité ici. Donc ah, vous avez un repas ou pas? Un petit non, repas ou un même pas. Même pas. Bon. Alors elle, c'est une star de la gestion, en particulier, je crois, dans la santé, et c'est l'intelligence artificielle, c'est ça? C'est ça, la robotique. La robotique. Elle aussi a cartonné l'année dernière. Ils se battaient les deux en tête du classement avec Eric Blaine. Elle a fini avec une très belle performance, 29,5%. Alice Labou, vous êtes présidente de Trecento M. Bonjour Marc. Comment ça se passe, Trecento M? Très bien, très belle performance et surtout bonne thématique, assez adaptée au marché, donc on est très contents. Et vous avez, vous collectez, ça va? Ça va, rentre? pas autant que ce qu'on aimerait, comme toujours. Vous avez un message à passer? C'est bon. Le message, c'est que c'est pas parce Faites qu'on votre pub, vous avez. c'est pas parce qu'on n'est pas énorme qu'il faut pas souscrire à nos fonds. Au contraire, en fait, on est plus proche des clients et on apporte beaucoup de transparence. C'est le quart d'heure de publicité. Alors, il a rejoint le club très fermé. Alors, des économistes de C'est votre argent, et pour nous, c'est une prise de choix. Je ne suis pratiquement jamais d'accord avec lui, et ça fait longtemps que ça dure. On s'est dit tout à l'heure que ça durait depuis plus de 10 ans. Eric, hier, on peut dire ça, on n'est quasiment jamais d'accord. Ouais, moi aussi. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Oh, bah oui, c'est sûr, tout est moi. C'est ça. Tout vient de moi, même c'est sûr. Et vous êtes adore. quand même directeur à l'OFCE. Ouais, comme quoi. Hein. C'est quand même pas mal. Allez, on attaque tout de suite avec une bonne nouvelle. Allez. Bah ouais, allez, une bonne nouvelle enfin. Commençons par une bonne nouvelle, la baisse du chômage qui s'accélère enfin. Alors il faut dire que nous sommes très en retard par rapport à tous les grands pays développés qui sont en situation de plein emploi, mais ne boudons pas notre plaisir. 8,1% au dernier trimestre 2019 contre 8,5% le trimestre précédent et surtout 8,8% l'année précédente. Michel Rouimi, est-ce qu'il faut faire la fête ? Première des choses, oui, c'est une bonne nouvelle. Malgré tout, il faut s'intéresser à la tendance plus qu'aux chiffres. Ce que j'essaye de dire... Elle est bonne, la tendance. Oui, depuis 2015. Mais si on avait fait cette émission 3 mois plus tôt, le chômage aurait remonté. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est depuis 2015, la tendance baisse et c'est quelque chose de positif. Donc ça peut aller. Néanmoins, il y a encore des efforts à faire parce que on s'aperçoit que là, pour arriver jusqu'à 7%, on s'attaque à du dur. 7%, c'est l'objectif de Macron pour la fin de son quinquennat. Tout à fait. Et là, on arrive au stock on va dire, de personnes non formées et qu'il faudra remettre, on va dire, sur le marché du travail, ce qui est loin d'être fait. D'accord. Et il faut juste préciser qu'il y a 7%, il y a 24 départements qui sont déjà à 7% ou en dessous. Oui, mais de taux de chômage. C'est comme tout chiffre globalisant. S'il y en a 7, s'il y en a qui ont 24, il y en a d'autres qui sont au-dessus. Et donc, évidemment, bravo. Voilà. Donc.
Éric Heyer, c'est une de vos spécialités, l'emploi et le chômage. Oui, alors enfin, oui, cette histoire, est-ce que ça peut continuer? Alors d'abord, pourquoi on n'a pas sauté au plafond? C'est parce que la bonne nouvelle, on l'avait avant. La bonne nouvelle, c'est pas que le chômage baisse. La bonne nouvelle, c'est qu'on crée 260 000 emplois. Quand on crée 260 000 emplois, le chômage ne peut que baisser. Alors que le chômage peut baisser pour des mauvaises raisons. Ça peut être des chômeurs. Alors là, c'était une très bonne nouvelle qui était attendue. Attendez, les mauvaises raisons, allez-y quand même, c'est intéressant. Les mauvaises raisons, c'est que je suis découragé, je sors et j'arrête de... Vous voyez, pour être chômeur au sens du BIT, il faut avoir 3 conditions. Ne pas avoir travaillé, mais être immédiatement disponible et être en recherche active d'emploi. Donc je suis découragé, j'arrête de rechercher, je ne suis plus considéré comme chômeur, le chômage baisse, mais je n'ai pas retrouvé de l'emploi, c'est même pire. C'est un paradoxe, Voilà. C'est que dans des périodes très mauvaises, on peut avoir le taux de chômage qui baisse parce que les gens ne vont même plus chercher du boulot. Exactement. Et même en période de reprise, les personnes peuvent revenir et donc du coup on se dit tiens c'est décevant, la baisse du chômage n'est pas, c'est ce qu'on appelle un effet de flexion. Bon là, quand c'est les effets de flexion, c'est pas très grave, mais là on sait, on a créé 260 000 emplois, la population active augmente de 110, 120 000, donc le chômage ne pouvait que baisser. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a été dit juste avant, c'est de dire oui, maintenant, on arrive sur le chômage incompressible. En gros, le chômage... On disait ça déjà il y a 6 mois. Mais exactement, vous lisez dans mes pensées. Mais oui, parce que le président de la République nous disait même il y a un an, compte tenu des difficultés de recrutement, avec 9% de chômage, c'est que le chômage structurel est à 9. À 9%, on ne peut plus recruter. Vous voyez que des fois, il faut tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de le dire, parce que globalement, on n'a jamais créé autant d'emplois cette année-là, compte tenu du peu de croissance économique. Et donc, ça veut bien dire que normalement, quand il y a des difficultés de recrutement, on devrait avoir augmentation de la durée du travail, c'est-à-dire l'entreprise ne peut pas recruter, elle va augmenter la durée du travail de ses salariés, gain de productivité et augmentation des salaires. On a eu exactement l'inverse. Baisse de la durée du travail, gain de productivité nul et salaire relativement modeste. Donc attention à cela, c'est-à-dire que peut-être qu'on se trompe dans ces évaluations de chômage structurel, que globalement, c'est bien plus bas. Rappelons, au début de la crise, on était à 7%, donc puisqu'on a fait des réformes du marché du travail, potentiellement on peut être encore en dessous. Donc c'est plutôt, est-ce qu'il y aura la croissance économique? C'est plutôt ça l'idée. Et surtout qu'il n'y a pas de raison que notre chômage structurel soit nettement plus supérieur aux 3% et quelques en Allemagne. Vous avez raison. Et donc, du coup, une fois. Même Vous avez enregistré, gardez ça. Non, mais ça veut bien dire. Il a dit vous avez raison. C'est-à-dire, et parce que vous êtes venu de mon côté, donc bravo. Non, c'est vous qui êtes enfin du côté de... Vous êtes en train de dire que oui, on peut baisser pourvu qu'il y ait l'activité. Et donc, ce qui est intéressant, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette année, on va créer encore 260 000 emplois? Est-ce que l'activité sera suffisante pour que les entreprises aient le besoin de cet emploi? Et là, on peut se poser des questions, parce qu'il y a un ralentissement économique qui se prépare. Mais là, j'ai la réponse. Ah bon, ok, super. Parce qu'on a l'oracle. Et lui, c'était sur les États-Unis. Non, il fait tout. Il fait le Zimbabwe, il fait la Grèce, il fait tout. Sur l'oracle. Sur la France, si on doit donner un chiffre, moi je serais plus aux alentours des 1%. Donc d'accord, super. Vous avez bien cassé l'ambiance, c'est sympa. Mais ce qui est intéressant... Pourquoi 1% seulement? Parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de 1,2, 1,3, qui n'est pas des... 1,1, la Banque de France. Ah ouais, d'accord, 1, l'idée, c'est d'une part que la croissance mondiale, la croissance des échanges mondiaux sera plus faible. On va y revenir, Que je pense que l'effet de base, même si c'est statistique, en fait, d'avoir eu un T4 négatif, même si c'est très légèrement revu en hausse, en fait, ça minore l'effet de base positif. Et après, l'impact du coronavirus, il y aura quand même un impact. Donc c'est... Même en France? Ouais, je pense. Donc 1% et 1%, c'est pas terrible pour l'emploi, ça. C'est pas terrible pour l'emploi, mais quoi qu'on a créé de l'emploi avec un 1,2 ou 1,3%. C'est exactement ça. C'est que l'idée, c'est que je me souviens, mais il faut savoir de quel type d'emploi. Il y a 2-3 ans, on disait il faut 1,5 en France pour créer de l'emploi. Sauf que même avec l'année dernière 1,2, on a créé des jobs. Même si je pense que même avec 1%, on arrivera à créer de l'emploi, mais après la dynamique sera peut-être un petit peu moins favorable que ce qu'on a connu en 2019. Vous, Alice, vous en foutez de ça parce que vous misez sur des boîtes qui veulent remplacer les humains? Alors, je ne dirais pas ça, mais nous surtout on investit principalement, oui, tout de suite dans le grand bain. Non, nous on investit principalement sur des sociétés américaines, donc qui ne sont pas très impactées par ce qui se passe en France. Oui, mais qui sont en train de nous bouffer, par l'économie, en train de détruire notre emploi français. Oh. Non, c'est pas ça? Non, j'irai pas jusque-là. On a plein de belles choses en France, le tout c'est de les mettre en œuvre et puis de se donner les moyens.
Voilà. Éric Blaine, vous voyez, vous qui investissez dans des boîtes françaises, vous sentez que ça bouge là? Moi, je pense surtout que Macron réussit son pari quand même. Il a quand même pris des mesures, ces mesures comme passer le CITE qu'on critiquait dans la baisse des charges, ça a l'air de fonctionner. Pardon, CICE. C'est ça. Ouais. J'ai dit quoi? Non, c'est pas grave. Le plafonnement des indemnités au niveau des prud'hommes, qui a fait que ça a certainement donné confiance à certains entrepreneurs pour ne pas payer trop cher lorsqu'on n'avait malheureusement plus besoin de ces personnes. Et donc globalement, quand même, on a une réussite là. Alors, je trouve que c'est plutôt bien. Est-ce que je suis un peu d'accord? On a peut-être certainement eu le pain blanc parce que l'économie a ralenti au cours de 2019. C'est un indicateur retardé, le chômage. Donc du coup, peut-être ça sera moins fort. Mais ça va dans la bonne direction et ça fait féliciter quand même. Oui, je suis d'accord, mais ça m'embête. Mais je suis d'accord avec Éric Heyer. Mais le problème, c'est qu'on a tellement de retard que ce serait normal qu'on continue à baisser quand même. On est quand même très loin de tout le monde. On est loin des États-Unis, on est loin de. Enfin, le Japon est à 2,1%, c'est une situation spéciale. En 3,6%. Moi, je pense que c'est la nature des emplois créés. Parce que l'idée, c'est de savoir est-ce que ce sont des emplois productifs. Vous n'allez pas nous faire le coup des emplois low cost, machin. Pas du tout. Mais rien que simplement se savoir est-ce que ce sont des emplois qui vont amener de la productivité, donc une croissance future, ou est-ce que c'est, on va dire, entre guillemets, un partage. Je suis pas assez productif parce que j'ai des emplois, des machines qui sont pas assez performantes, donc j'emploie une deuxième personne. C'est là aussi qu'il faut voir. C'est ce qui se passe aux États-Unis, ça. Non, aux États-Unis, ils ont, grâce à une certaine fiscalité, ils sont en train de rajeunir, on va dire, les machines entre guillemets. Donc les travailleurs américains ont des machines qui leur permettent d'être plus productifs. D'accord. En France, on commence à être un peu obsédé. Pour rappeler juste, je parle sous votre contrôle, l'emploi des 4, taux de chômage, c'est 3,8%. On est en plein emploi là. On est à 3,5 même maintenant. 3,5 et effectivement les perspectives, nous dit l'APEC aujourd'hui même, enfin vendredi, que globalement il y allait avoir encore beaucoup de création d'emplois. Donc en fait c'est un peu ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a une polarisation du marché du travail. Vous avez des emplois, on crée des emplois extrêmement qualifiés, très peu qualifiés. Donc c'est ce qui fait que globalement la masse salariale n'augmente pas beaucoup parce qu'on crée des emplois très mal rémunérés et des très bien rémunérés, mais plus de l'intermédiaire. Et donc il y a un sentiment de déclassement. Quand même, vous m'avez provoqué, je suis obligé de vous le dire, systématiquement, vous dites, on fait toujours plus mal que tout le monde et nos voisins. Il va me sortir l'Espagne et l'Italie. Non, l'Espagne, l'Italie, c'est quand même la 3e et 4e puissance de la zone euro. Tant que vous n'aurez pas compris, Marc, qu'on est dans une zone euro avec un taux d'intérêt unique, un taux de change unique, il faut se comparer avec ces pays-là. Et ces pays-là, l'Italie, l'Espagne, c'est la 3e, 4e puissance européenne, ont des taux de change. Mais regardez d'où ils viennent. Avant 2008-2009. 2008-2009, des taux de chômage en dessous de nous. L'Italie en dessous de nous, l'Espagne au même niveau que nous. Ils sont montés à 25. Ils ont touché les cieux. Allez, on passe à un autre sujet qui me fait de la peine. Ça, c'est vrai. Cette chanson Zach Varum, pourquoi cette remise en question économique en Allemagne avec la croissance en berne et une industrie automobile en mutation, remise en question politique après le départ de la patronne de la CDU qui devait succéder à mon ami Merkel et la poussée de l'extrême droite, remise en question sociétale avec le vieillissement de la population et l'écologie. Est-ce que c'est grave cette situation, Christophe Barrot, l'Allemagne là? Qu'est-ce que vous voyez dans votre mare de café? Alors, dans mon mar de café, on a encore un ralentissement au menu pour 2020, donc plutôt aux alentours de 0,5 sur la. Sur l'année? C'est le chiffre corrigé des effets calendrier en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça a précisé, parce que le chiffre hors effet calendrier est plus élevé. Mais l'idée, c'est qu'on termine, enfin déjà 2019... Il ricane hier, mais non, mais parce que... on va le laisser. Une année un petit peu compliquée parce que, selon les mesures qu'on va prendre, on peut avoir une contraction du commerce mondial sur les marchandises. Donc si on regarde, c'est l'organisme du CPB, l'organisme néerlandais. Après, les perspectives pour cette année commerce mondial, elles étaient un peu plus encourageantes, mais post-effet coronavirus, on peut se dire que ça va être moins que prévu. Super. Si on regarde les derniers chiffres de l'Allemagne, décembre, parce que quelqu'un a une corde. Comme on a l'industrie, etc., c'était pas très bon. Les ventes automobiles en janvier, -7 en rythme annuel. Ok. Donc la perspective. On va peut-être couper, on va arrêter l'émission. On laisse tomber. Il n'y a plus d'argent, donc ça ne peut pas de faire une émission que ça passe. Non, mais très compliqué. Et puis l'incertitude, à mon avis, politique qui va durer un petit peu aussi. Et donc fait que voilà. Donc 0,5 pour vous. 0,5.
pour 2020. Eric, je vous sentais agité là. Mais parce que c'est pas... Ouais, voilà. Pour une fois, je vais défendre les Allemands. C'est pas... Mais oui, non mais c'est pas si grave que cela. Quand vous êtes à 3% de chômage, quand vous avez des excédents commerciaux qui font 8 points de PIB, quand vous avez des excédents budgétaires et une dette publique à 60... que vous fassiez que 0,5 de croissance, avec une démographie qui est en baisse, le PIB par tête ne va pas baisser, les niveaux vont rester bons. Vous voyez, on disait il nous faut plus. Mais il y a quand même. Enfin, je vais faire l'avocat du diable. Non mais d'accord. Après, moi, c'est votre titre qui me va pas. Le modèle allemand, c'est jamais été un modèle. L'Allemagne, c'était une réussite. C'est différent. Un modèle, ça veut dire que. Un modèle allemand. Et non, parce que le modèle, tout le monde. Un modèle social. Non, mais attendez. La concertation sociale. Un modèle, ça, tout le monde doit le suivre. C'est ça le modèle. Ouais. On doit servir de modèle. On peut pas tous être avec 8 points de PIB d'excédent de sa balance commerciale. C'est un jeu à somme nulle. S'il y a 8 points de PIB allemand... Le consensus social, c'est un modèle. Alors d'accord, mais c'est pas ça qui est en cause. C'est pas le consensus social qui est en cause aujourd'hui. C'est leur modèle, leur réussite de croissance. Voilà. Et je me suis laissé avoir. C'est leur réussite de croissance. C'est-à-dire qu'on va croître uniquement par l'extérieur. 50% du PIB vient de l'extérieur. C'est pas possible. On peut pas tenir comme cela. Et ça provoque des déséquilibres. Et aujourd'hui, le déséquilibre, Trump nous dit ça suffit, terminé. Le Royaume-Uni dit Brexit. Terminé, on va gagner sur qui? Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on essaye de suivre la même logique que les Allemands. Les Espagnols essayent de suivre la même logique que les Espagnols. Et ça leur réussit. Mais non, ça peut pas réussir. Si, ça leur réussit. Ça leur réussit, mais bien à court terme, Marc. C'est-à-dire que globalement, là, l'excédent commercial de la zone euro, c'est 4 points de PIB d'excédent commercial. C'est à cause de nous qu'il y a la guerre commerciale. Non. C'est formidable. Et non. C'est bonne nouvelle. Alors, il faut trouver quelqu'un qui accepte 4% de déficit. Et personne qui l'a. Les États-Unis, pour l'instant. Trump a dit non. Alice? Moi, je trouve surtout que ça pose la question de l'Europe dans son ensemble, c'est-à-dire de savoir, ça fait quand même beaucoup, quoi, entre le moteur de l'Europe qui était l'Allemagne, qui quand même s'enraye un tout petit peu, même si je partage en grande partie votre avis, l'Angleterre qui laisse tomber l'Europe, et puis la France qui, oui, a peut-être un peu moins de chômeurs, mais qui a des problématiques sociales qui sont quand même un petit peu visibles à l'étranger. Je trouve qu'en fait, l'Europe perd un peu de sa superbe. Donc les Anglais qui nous ont lâchés, bien sûr. L'Europe perd un peu de sa superbe. Et moi, c'est surtout ça qui me dérange, parce que c'était justement, l'idée, c'était un peu l'inverse. Et on n'a plus tant de moteurs. Est-ce que la coopération franco-allemande va être toujours aussi forte, compte tenu des problématiques politiques allemandes qui sont quand même pas extraordinaires? Donc voilà. Je trouve que c'est ma réflexion sur le sujet. Eric Blaine. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que finalement, les pays d'Europe du Sud vont en profiter. Cette fois-ci, les taux vont rester bas. La monnaie zone euro, elle se déprécie. C'est plutôt plus bien pour nos exports. Hein. Ça va nous aider. Donc vous dites que les malheurs des Allemands font notre bonheur. Pour l'instant, c'est pas plus mal. Après, je suis d'accord avec. C'était quand même un moteur de croissance, comme disait Alice. Ouais, il faut nous exporter quand même beaucoup. À voir quoi. Ils exportaient beaucoup vers d'autres pays européens aussi. Mais si à l'occasion, ils faisaient un plan de relance, par exemple, ça serait très bien. Ouais. Hein, ils ont les moyens, en tout cas. Ils ont les moyens de le faire. Ça y aura peut-être un peu de pression politique. Mais c'est vrai que sur le plan de la zone euro, c'est dommage. Au moment du Brexit, d'avoir le groupe franco-allemand qui était en leader et qui pouvait prendre l'initiative de relancer l'euro. Là, le côté on est à plat sur le politique, c'est un peu dommage. Michel Rumi, rapidement. Sur la relance, je dirais que certes, elle a des excédents budgétaires, mais il ne faut pas oublier que par contre, la Constitution interdit à l'Allemagne de s'endetter à plus de 0,35% du PIB. Oui, mais ça leur laisse de la marge. Ils sont à plus de 1,5% Oui, mais ça veut dire que si on veut relancer, parce qu'il y a du travail à faire. Il faut regarder le secteur automobile, mais il y a aussi l'Internet, il y a les infrastructures à changer. Ça demande beaucoup d'argent. Donc là aussi, certes, ils ont de l'argent, mais peut-être pas suffisamment pour tout refaire partir. Moi, je pense qu'ils en ont vraiment. Ils en ont, mais je pense qu'il ne faut pas penser que ça va nous servir. Ils ne vont pas faire de la relance keynésienne. Ils sont au plein emploi, donc ils n'ont pas besoin de toute la demande. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un choc d'offres. Ils vont faire beaucoup d'investissements pour nous regagner en compétitivité. En fait, ils vont essayer de continuer avec ce modèle pour se remettre à niveau. Et donc, vous avez vu le mot qu'il a utilisé? Modèle. Avec ce modèle. Allez, on passe au sujet suivant. Ça, c'est un tube en Chine. C'est vrai. Alors là, ça va être très rapide. Je vais me tourner vers Christophe Barraud. Combien? C'est des chiffres très clairs. Hein. Je veux pas de réponse. Combien l'économie en Chine va-t-elle coûter à la croissance chinoise et à la croissance mondiale? C'est bon. Alors, pas d'introduction, il n'y a rien, on y va. C'est la question que tout le monde se pose. Bah oui, moi je suis comme tout le monde. Moi je suis un homme du peuple. Si le peuple se pose cette question-là, je me la pose aussi. Alors si on prend notre dernière prévision sur la Chine, donc on a coupé jusqu'à 5,2, donc on était à 5,9.
Donc on a été assez rapide sur la chose, on l'a fait début février. Sur le monde, on a coupé de 0,2. Donc 5,2, ça c'est pour 2020 pour la Chine, ouais. Hein, je répète. Ouais. Okay. Et sur le monde, on a coupé à 2,7 contre 2,9 l'année dernière. Donc ce qui ferait un scénario d'un ralentissement de la croissance mondiale. Pas dramatique quand même. Pas dramatique, mais enfin, aujourd'hui, le consensus, c'est 3,1 sur la croissance. Ouais, mais bon, c'est que le consensus... Donc c'est quand même... voilà. Il y a des effets. Je vous ai jamais posé la question, j'ai envie de vous poser la question. Les chiffres chinois, ils sont vrais ou faux? Ça, c'est pas une question qu'il faut me poser. Pourquoi? Parce que on peut, comment dire, recevoir des emails derrière. Ah d'accord. Vous avez peur des hackers? Non, pas forcément, mais l'idée c'est que... Vous avez peur d'une petite fléchette comme les Nord-Coréens, quoi? Non, quand même pas. J'ai pas autant d'importance. Donc vous pensez que les chiffres sont faux? Je pense que les chiffres peuvent être si je garde la même méthodologie, erronés ou incomplets. Eric? Non, mais moi je suis incapable de répondre précisément à cette question. Mais moi, il me c'est pas 5,2 et c'est 2,5, ça change tout. Oui, c'est vrai, mais nous on essaye. Enfin, vous voyez, ce qui est important, c'est pour nous, c'est savoir est-ce que cette croissance économique, et puis est-ce que cette croissance économique nourrit la croissance mondiale ou pas? S'ils font la croissance entre eux, et ça serait pas grave. Et donc. Nous, ce qu'on arrive à voir, c'est que globalement, avec cette croissance économique, on comprend la part des imports et des exports. C'est tout ce qui nous, nous importe. Et donc, c'est pas si grave que ça, qu'on sache pas exactement si c'est 5,9 ou. Non, j'ai pas compris, parce que si c'est 28, on dit que c'est 28% de la croissance mondiale. Oui, pourquoi c'est pas? J'ai pas compris. Mais non, c'est en gros, quand nous on raisonne sur l'Europe et la France, c'est ça qui nous importe. Et donc le ralentissement chinois, il peut avoir des incidences sur le commerce. Donc on a des élasticités de leur croissance avec leurs importations et leurs exportations. Mais pour la croissance mondiale, si en dehors de l'Europe. Oui, mais qui vient de la Chine. Et donc, on fait avec les Chinois. Imaginons qu'on soit trompé depuis le début, qu'ils aient surestimé notre élasticité. De toute manière, elle sera sous-évaluée, mais c'est pas très grave. Et donc, pourvu qu'ils ne changent pas la façon de calculer. S'ils se trompent toujours, c'est pas très grave. Michel Rumi. Non, brièvement, deux petites choses. C'est que le nombre de personnes atteintes de ce coronavirus à fin janvier est supérieur à celui du SRAS pour 2003. Ouais. Donc déjà, deuxième chose qu'il faut voir, c'est que donc l'ampleur continue, donc ça peut se développer encore. Troisième chose, c'est tant la réponse apportée au plan économique à court terme par les dirigeants, beaucoup plus que le virus. Et si on prend le confinement de la province de Hubei, je n'ai peut-être pas forcément la même prononciation. Si, très bien. Je parle couramment, je parle couramment et je peux vous dire, j'ai un très bon accent et je peux vous dire que c'est très bien. Merci. Et donc, cette province représente à peu près 5% du PIB. Et donc, une simulation fait que, du fait que les personnes ne travaillent pas, etc., fait que au premier trimestre 2020, ferait qu'après un trimestre de 6% au quatrième trimestre 2019, on serait à 4,75 à peu près sur le premier trimestre. Il est d'accord, le patron? Et donc, après, c'est au premier trimestre. Après, il faut voir comment va se dérouler parce que l'ampleur n'est pas encore terminée. Après, il y a des incidences partout. Moi, je parle jamais de croissance sans demander à mon gros. Nous, on a beaucoup moins sur le terrain. L'idée, c'est que c'est pas cantonné simplement à Hubei. Si vous regardez des chiffres, on va prendre des chiffres réels en fait. Prenez des chiffres de compagnies qui publient parce que c'est à la fin c'est ce qui compte. Si vous prenez dans la restauration, vous avez Burger King, Yum Brands, qui est la marque de KFC, qui vous disent sur les magasins ouverts, on est à moins 50. Donc ça, c'est le premier point. Sur les transports, le ministère chinois vous dit entre début janvier et début février, on est à moins 40. En ce moment, on est à moins 70. Si vous prenez une petite donnée qui est assez intéressante, très rapidement, parce qu'on a quelques publiée tous les jours par TomTom, qui est le taux de congestion en fait sur les transports donc autoroutiers, vous avez une chute extrêmement marquée. Donc déjà, la consommation, on peut se dire que c'est probablement négatif. Après, le chiffre chinois sera peut-être légèrement différent. Très intéressant, on va se retrouver en deuxième partie de l'émission pour parler des États-Unis, pour vous expliquer comment on gère son argent et pour vous donner des conseils. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour la deuxième partie de C'est votre argent. Et je me disais, est-ce qu'un jour je vivrai assez vieux pour voir Éric Heyer défendre l'Allemagne? Ça s'est passé. Maintenant, je peux mourir tranquille, Éric. Mais non, mais restez vivant. On a besoin de vous. Alice qui va nous expliquer tout à l'heure comment on gère son argent dans un monde avec des taux bas et des indices boursiers au plus haut. Notre gourou qui est penché sur sa tasse pour regarder le marque de café, Christophe Barrault. Michel Rumi qui est très en forme, qui est même arrivé à l'heure pour l'émission, c'est la première fois depuis 2 ans. Et Eric Blaine qui se demande toujours comment il n'était pas resté en tête le dernier 15 jours. Ça l'a perturbé, ça lui a gâché ses vacances de Noël.
C'est pas grave, Eric, c'est pas grave. Vous avez été très bon toute l'année. On retient que vous avez été en tête quasiment 9 mois sur 12, donc c'est déjà pas mal. Merci. Allez, on fait le point américain. Il y a un jeu de mots, hein, le point américain. Bon. C'est énorme. Avec Point la américain, musique, enfin, bah, franchement, j'ai hyper bossé. Quand on fait des jeux de mots, il ne faut pas les dire. Ah non, au contraire. Moi, je les explique parce qu'ils sont tellement fins que les gens ne les comprennent pas. C'est là encore la différence entre vous et moi. Biden et Warren largués, Sanders et Buttigieg en tête après 2 primaires, Bloomberg en embuscade pour le Super Tuesday le 3 mars, Trump est en pleine campagne, il sort un budget très optimiste sur la croissance puisqu'il prévoit plus de 3% pour les 10 années qui viennent, les embauches continuent à progresser, le chômage a baissé, c'est l'heure du point américain avec Eric Heyer qui défend depuis des années le modèle américain et en particulier la politique de Trump. Vous voyez, la politique de Trump, c'était quand même une politique très keynésienne. Hein. Oui. Donc, je suis pas sûr qu'à l'époque où on fait railler l'un contre l'autre, la politique américaine était celle-ci. Non, mais effectivement, et moi qui suis plutôt keynésien dans certains cas, mais qui est bien Lukens, on a bien dit qu'il faut faire de la relance keynésienne quand on est en bas de cycle, quand on a des grandes difficultés. Il faut surtout pas en faire quand on est en haut de cycle. Pourquoi ? Mais parce que c'est là où il y a de la surchauffe normalement qui apparaît. Mais il n'y en a pas. Oui, d'accord, mais quand vous êtes à 3% de chômage, ça sert à rien de relancer l'économie. Qu'est-ce que vous attendez ? Si, ça fait durer le cycle. Ça fait durer le cycle, mais au bout Parce que le cycle, il aurait dû s'arrêter. Ça fait 2 ans qu'il y a des gens comme vous qui nous disent, pas vous, mais des économistes qui nous disent on va rentrer en récession. Il n'y a pas de récession. Mais Marc, mais vous voyez, parce que c'est vous qui êtes venu, mais c'est vrai, c'est vous qui êtes venu complètement keynésien. C'est-à-dire qu'en haut de cycle, quand vous êtes à 3% de chômage, il faut réduire les déficits pour qu'au moment où la crise arrive, vous ayez des marges de manœuvre pour, au contraire, relancer l'activité. Mais ça, c'est dans l'ancien monde. Ah, d'accord. Donc, ok, alors on peut vivre dans ce monde-là. Aujourd'hui, la dette. C'est moi qui peux mourir en paix maintenant. Maintenant, on peut vivre avec des déficits à 5-6%. On voit le Japon. Tout le temps. Ah oui, d'accord. Et 230% de dette. D'accord. Et ils vivent très bien. Si c'est ça le nouveau modèle, d'accord. Donc, laissons filer la dette. Voilà. Laissons filer la dette. Laissons filer les déficits. Alléluia. Non, mais moi, je vote pour le nouveau Marc Fiorentino. Non, mais c'est quand même assez sérieux. Et là, globalement, le vrai keynésien devrait dire, normalement, en haut de cycle, j'économise pour que dès que ça va mal, je puisse avoir des marges de manœuvre. Là, aujourd'hui, ils sont à 5% de déficit, mais si demain, il devait y avoir un ralentissement, d'accord, plus de marge de manœuvre, ou alors, c'est la course à l'infini. Donc, je pense que c'est là où le bas blesse, et ce qui est très étonnant dans ce débat aujourd'hui, c'est que Trump va continuer là-dedans. Alors, tandis que les démocrates, qui généralement, eux, se disent, peut-être ça ne va pas vous plaire, ça, ce que disent les démocrates, c'est plutôt par des hausses d'impôts, mais globalement, ils disent il va falloir quand même arrêter de creuser les déficits et donc aller, parce qu'il y a quelques Français qui sont là-bas, comme Zuckman ou comme Cesc, qui dit lisez un peu ce que dit Zuckman et là, vous verrez que ce sera une augmentation des impôts si les démocrates sont là. Christophe Barrot, vous faites de la prévision de croissance, est-ce que vous faites de la prévision de résultats d'élections ? Non. Bon, moi c'est clair. J'ai plutôt été très mauvais à ce jeu-là. D'accord. Donc, dites-nous ce que vous anticipez, comme ça on fera le contraire. Voilà. Non, mais sur l'élection aujourd'hui, la personne qui, un petit peu comme la dernière fois, suscite le plus d'émotions, c'est toujours Donald Trump. Les Américains aiment bien les gens qui suscitent de l'émotion, donc il a une réelle chance d'être réélu. Après, ça va dépendre, à mon avis, plus de qui sera en face de lui, et surtout de ce qui peut sortir. Croissance américaine en 2020, c'est 1,7 pour cette année. 1,7. Vous avez vu comme c'est pratique ? Mais moi, je l'invite de temps en temps, j'ai des trucs, c'est pratique. Quel temps il fera ce week-end à Deauville ? Il fera ce week-end à Deauville ? À Deauville, je sais pas. Pas regardé. Alice ? En tout cas, oui, quand on dit ça dépend du candidat démocrate qu'il y aura en face, je pense que c'est assez juste. Plus on sera à gauche au niveau des démocrates, plus Trump aura de chance de gagner. Oui, c'est ce qu'on dit, mais moi je me méfie de. Maintenant, je me méfie de tout ce qu'on se dit. Parce qu'on a dit ça 100 fois. Non, c'est pas ça, c'est que je me méfie. C'est-à-dire, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Et après, je me dis, quand vous voyez les sondages, les mecs disent si c'est Bernie Sanders, c'est quand même lui qui gagne aujourd'hui. Contre Donald Trump. Et justement, moi, la question que je voulais vous poser à vous, gérante qui intervenez sur des valeurs américaines, j'ai l'impression que le risque. Je parle du risque marché, c'est pas un risque politique, c'est pas le sujet. Le risque marché Bernie Sanders, il est nulle part. Il est un peu dans la santé, puisque lui, en fait, il veut une santé, est-ce que les valeurs, sécurité. Elles sont pas sous pression sous pression. En termes, comment dire ?
les performances ont été quand même très correctes dans la santé l'année dernière. En 2008, elles ont été très positives. D'où vos bonnes performances. D'où nos excellentes performances en 2018, quand le marché mondial a plutôt baissé. 2019, ça a été plutôt bon, mais en deçà des valeurs cycliques, des valeurs compris 30%, ça a pris plutôt 15-16%. C'était quand même très correct. Il n'empêche que les valorisations des sociétés dans le secteur de la santé aux États-Unis sont dans le tiers le plus bas de leur valorisation historique. On est à peu près 11 fois le résultat net sur les 12 prochains mois sur les sociétés américaines dans la santé. Là où en Europe, c'est l'inverse. On est dans le tiers le plus haut des valorisations. Ça, je comprends bien. Donc je veux dire qu'il y a quand même certains pans des marchés, en tout cas des secteurs sur les marchés, qui subissent en fait cette inquiétude potentielle d'arrivée de Sanders. Michel Rumi. Rien que deux petites réactions. J'ai lu une étude de l'université de Quinnipiac qui disait que... Qui est bien connu. Ça, on ne sait même pas où c'est. On va demander. Et l'idée est que les démocrates face à Trump gagnaient quel que soit le candidat. Mais oui, mais et deuxième chose, c'est que Bloomberg, qui ne s'est pas présenté, remonte à la 3e place également. Donc c'est ce qui fait et que lui va se présenter prochainement. Et donc, Super Tuesday du 3 mars, puisqu'il n'a pas fait toutes les primaires du mois de février. Il y en a 4. Donc on risque peut-être d'avoir un changement de virage. Oui, mais ce qui me frappe, Eric Blend, vous aussi vous êtes sur les actions, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que l'hypothèse Sanders, qui serait quand même, je veux dire, dramatique pour les marchés. Bien sûr. Elle est absolument pas intéressante. Moi, je suis d'accord. La bourse est au plus haut. Le marché est absolument certain que Trump va être réélu. Ou Trump, ou Bloomberg, ou je sais pas qui, ou Buttigieg. Le dollar très fort. Est très fort. Donc, le baromètre de la bourse montre bien que ça va continuer et qu'on n'a aucune inquiétude. Donc là, on est vraiment très optimiste. Il n'y a pas beaucoup de risques comparés dans le marché. Mais si la position monétaire est accommodante, les marchés, entre guillemets, s'en foutent du président. Exactement. C'est la transition. On va parler des marchés et vous allez voir que j'ai fait un choix incroyable. Toujours plus haut sur les indices boursiers. Tout le monde nous répète que Tina, there is no alternative. Moi, j'ai une question simple à vous poser, Alice Labou. Oui. Mais je pose pas à Eric parce que lui, les marchés, ça l'intéresse pas. Comment gérer son argent dans un monde où les taux sont bas et les indices boursiers au plus haut? C'est simple comme question. Et où il y a une abondance de liquidités. Voilà. Parce que ça compte aussi. Absolument. Parce qu'en fait, je pense que... C'est pour ça que les taux sont bas. Oui, alors c'est pour ça que les taux... Qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense qu'on achète encore les actions. D'accord. Mais simplement, on va sur des secteurs d'activité qui sont peut-être moins chers que les autres et on essaye de trouver des opportunités de ce point de vue-là. Après... Géographiquement, je pense qu'il faut aller sur le marché américain avant tout. C'est-à-dire que mais il est au plus haut. Mais même, c'est pas grave en fait, ça va continuer à monter. En tout cas, de mon point de vue, j'ai du mal à croire que l'Europe puisse surperformer les États-Unis compte tenu du contexte européen. D'autant que c'est quand même une grande histoire de toujours croire que l'Europe peut surperformer les États-Unis. Mais ça fait des années chaque année on nous répète ça. Acheter les US et point barre. Et en l'occurrence, je pense que ça va continuer. Et au sein du marché américain, sélectionner les secteurs peut-être qui sont les moins sensibles à la guerre commerciale et aux problématiques éventuelles de coronavirus si on avait des pièces qu'on a du mal à importer et ce genre de choses. Mais moi, je resterai sur le marché action parce que je vois pas ce qui paye d'autres. Enfin, si vous avez d'autres idées d'investissement. Tina, there is no alternative. Voilà, je vois. Qu'est-ce que vous dites à Tina, vous, Eric? Si vous voulez gagner de l'argent, après si on veut pas en gagner, on veut garder son capital. Ouh là là, elle vous provoque là. Non mais oui, il a rien dit, Eric. Il est déjà agressé. Il est tout gentil. Il est suisse, c'est des mecs peinards. Ils emmerdent personne. Ils amassent du pognon. Ça rapporte rien, mais ils s'en foutent. On pourrait déjà consommer, ça serait déjà pas mal. Donc dépenser un petit peu, ça serait pas mal. Ouais, mais c'est pas le sujet. Créer son entreprise, c'est bien aussi. C'est non, mais c'est pas le sujet du tout là. Bon, alors dans ces cas-là, effectivement, on regarde le private equity est très cher, on regarde l'immobilier, c'est extrêmement élevé, on regarde le marché obligataire, il est en négatif, et pour les spreads des actifs des entreprises plus risquées, ils ne payent pas le risque. Le marché action, au moins, il donne du rendement sur des entreprises. Donc vous dites comme Alice. Donc si on veut absolument placer son argent, il faut regarder le marché action, c'est vrai. Mais ponctuellement, j'attendrai un petit peu. Je trouve qu'on a monté vite et on a tourné le dos au coronavirus, peut-être un peu trop rapidement. Quelqu'un a une idée parmi les économistes sur les marchés ou ça vous intéresse pas? Michel Rumi s'en fout, lui, il a pas. En fait, la caisse d'épargne à 0,5. Il est à la caisse d'épargne. Je pense que la vraie bonne question, c'est qu'est-ce que vous faites dans un monde où dans les 11 prochains mois, vous allez avoir entre 1000 milliards et 1500 milliards de liquidités supplémentaires. Bon, alors si c'est la bonne question, je vous la pose.
La bonne question, c'est que vous êtes obligé d'aller sur des actifs risqués tant qu'on va vous injecter de la liquidité et que vous ne pouvez pas être en face de ça. Donc, après, si vous voulez... there is no alternative. Après, les alternatives, ce serait plus les métaux précieux. Si à un moment, vous pensez qu'il peut y avoir quand même une turbulence, et donc d'aller aussi sur des secteurs qui peuvent bénéficier de cette injection de liquidité et qui peuvent aussi, à un moment ou à un autre, jouer le rôle d'aversion au risque. Une question justement, parce que vous parlez des liquidités, et l'inflation, vous faites des prévisions, j'imagine aussi. Ouais, on essaye. En début d'année, on voit, chaque année c'est un peu le même truc, hein, les gens nous disent tiens, on a oublié d'intégrer cette valeur, cette donnée dans, peut-être qu'il peut y avoir une remontée de l'inflation. C'est vrai qu'il y a une remontée de l'inflation en Chine, avec le prix du porc, c'est vrai qu'il y a une remontée de l'inflation en Inde, très forte. Est-ce que, alors c'est un épiphénomène, mais quand même c'est un épiphénomène qui dure. Est-ce que cette année, c'est l'Arlésienne, l'inflation? Est-ce qu'on va reparler d'inflation cette année ou c'est même pas la peine d'en parler? On va peut-être en reparler sur la deuxième partie de l'année, parce qu'on sait qu'il y aura un stimulus en Chine, que ça va potentiellement provoquer justement un contre-choc et donc de l'inflation au niveau mondial. Alors qu'il y en a déjà en Chine, de l'inflation. Alors qu'il y en a déjà en Chine, mais c'est plus qualifié, la Banque centrale va vous dire qu'elle est transitoire. Ce qu'elle va regarder, c'est plus ce qui se passe sur les services, plus sur la partie corps. Où là, c'est de l'inflation quand même. De mémoire, sur le dernier chiffre, on est toujours sous 2%. Si on enlève un peu les composantes extrêmes. Mais l'idée, fin d'année, ça peut être une thématique. Si vous avez aussi une relance un peu plus significative en Europe, ça peut potentiellement être un thème. Pour l'instant, vous ne regardez pas ça. Après, je ne pense pas que ce soit une problématique parce que la prochaine étape des banques centrales, et normalement, si on regarde la Fed, ça va être de dire, dans notre vue stratégique, ce serait de dire, 2% ok, mais pendant un certain moment, on peut être au-dessus de ces 2%. On peut plutôt aller sur de l'inflation moyenne sur long terme. Le but, c'est pas qu'ils retirent de la liquidité du jour au lendemain, qu'ils sont plus dans une phase transitoire. Et je pense que la logique, c'est plus vraiment de se dire, c'est pas un rebond de l'inflation, mais est-ce qu'on risque d'avoir une surchauffe à un moment donné? Donc, Eric, rapidement. En zone euro, les anticipations d'inflation sont plutôt à la baisse. On s'écarte des 2%, et donc à 5 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et donc je vois pas, à part si la Banque centrale européenne change de cible et dit c'est plus 2, c'est 1 ou 1,5, là il y aurait un changement, mais sinon il n'y aura pas de changement de stratégie. Alice, quel est le sujet qui vous a marqué cette semaine, qui vous a empêché de dormir ou stimulé? On parle pas mal du coronavirus, mais c'est vrai qu'il y a un sujet qui, en tout cas, fait peur à beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet de la santé. Il y a eu un rapport de l'OMS cette semaine sur le sujet, c'est la question des antibiotiques et de la résistance, de la multirésistance aux antibiotiques. On estime, d'après ce rapport, qu'il y aura plus de 10 millions de morts en 2050 à cause de la résistance aux antibiotiques. Et il ne faut pas oublier que sans antibiotiques efficaces, en fait, on ne peut plus faire de chirurgie, on ne peut plus faire de césarienne, on ne peut plus traiter, faire de chimiothérapie et autres. Donc c'est extrêmement grave. Pensez à ça le soir avant de vous coucher. Pas vraiment, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quasiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quasiment plus d'investissement dans les antibiotiques. On ne découvre plus en fait de nouveaux antibiotiques. Et c'est très embêtant parce que aujourd'hui, les grands laboratoires pharmaceutiques n'ont plus du tout d'investissement en la matière parce que, comme vous le savez, en fait, on essaye de réduire la consommation d'antibiotiques. Les États font pression pour éviter cette résistance, donc on réduit. Il y a de plus en plus de génériques, donc ça fait plus d'argent. Les grands labos n'ont plus intérêt à investir dedans. Donc c'est seulement des petites et des moyennes sociétés qui ont des structures financières très fragiles qui cherchent à développer de nouvelles solutions. Et je trouve que c'est un vrai sujet et on en parle beaucoup, beaucoup trop peu. Il y a plus de vaccins. Éric Heyer, qu'est-ce qui vous a empêché de dormir cette semaine? Moi, c'est les NEET. Ce sont des jeunes qui, on est jeunes jusqu'à 25 ans. Alors des fois, on est jeunes un peu plus longtemps, d'accord. Mais ça s'écrit comment? NEET. En anglais, ça veut dire Non-Education Employment or Training, pas trading, training, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans l'emploi, ni à l'école, ni en formation, d'accord. On est un peu de nulle part, en fait. Et ça, il y a 963 000, 1 million, on va dire 1 million de jeunes qui sont NEET en France. C'est très élevé en pourcentage, c'est 13% des jeunes, c'est beaucoup plus qu'ailleurs. J'avais jamais entendu parler. Ça fait longtemps que ça... Ah oui, ça fait un petit moment que le CDI... Et ce qui est très ennuyeux, c'est que ça ne baisse pas. D'accord. Et que la moitié de ces NEET, d'accord, ne sont pas au chômage. Dans la première partie de l'émission, on disait le chômage baisse, c'est super. Il y a la moitié qui ne s'inscrivent même pas au chômage, donc on les voit pas. Et là... C'est ce qu'on appelait les glandeurs à mon époque. Alors on les appelle maintenant un peu les décrocheurs, c'est peut-être un peu plus sympa, même si les décrocheurs c'est encore un peu plus large, mais globalement ça ressemble plus à des décrocheurs. Moi pourquoi ça m'empêche de dormir, c'est que globalement on n'a pas de stratégie pour eux.
On dit simplement on va les qualifier. Mais vous voyez, quand vous êtes sorti sans rien du système scolaire, dire l'école de la deuxième chance, école, ils ont déjà des boutons qui apparaissent. Ils ont toujours échoué à l'école. Et alors qu'il y a 2-3 petites idées qui circulent, qui sont notamment par un économiste qui s'appelle Kramart, en disant le permis de conduire, vous savez quoi ? Ces personnes-là n'ont pas le permis de conduire. Ils échouent même au permis de conduire. On fait des stages intensifs pour ces personnes-là au permis de conduire. Ça leur permet d'être mobiles et sans doute de retrouver plus facilement un emploi que de les mettre dans les écoles. Ça coûte un peu d'argent au public, mais on ne les met pas en place. C'est assez simple et pourtant on ne le fait pas. Christophe Barraud, qui vous empêche de dormir. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais ça a attiré mon attention. C'est une étude de Goldman Sachs sur les volumes de trading sur les options sur actions aux États-Unis. Ah, c'est très précis. Donc en hausse de 77% depuis le début de l'année, plus haut historique. Ça veut dire quoi ? Grosso modo, que les particuliers vont être amenés, ou les investisseurs, à de plus en plus aller sur le trading d'options sur actions. Ah bon ? Et si on regarde en termes de volume ce que ça représente, c'est 91% du notionnel. Donc il y a une explosion de l'activité sur ce segment. Donc les gens vont être amenés à prendre des paris via les options plutôt qu'à acheter l'action. Même les particuliers ? C'est le volume combiné, mais je pense qu'il y a une naissance des particuliers. C'est la renaissance du trading. Oui, il y a un effondrement en fait des coûts de transaction. Enfin, le retour de la spéculation. Michel Rumi. Moi, c'est l'arrivée des GAFAM dans le secteur bancaire. En fait, aujourd'hui, les banques sont en grande difficulté, puis on s'aperçoit que déjà que ce soit Tencent avec WeChat Pay ou Alibaba avec Alibaba Pay proposent des services financiers, mais des crédits à la consommation et des prêts. Et là, on voit qu'Amazon va se rapprocher de Goldman Sachs pour proposer des produits financiers. En quoi cela est particulier ? C'est que Goldman Sachs n'est pas introduit sur le marché du détail, dans la banque de détail, et donc ça intéresse Goldman Sachs aussi d'investir ce marché. Ça leur permet de distribuer. Voilà. Et donc c'est une révolution pour vous, pour les banques. Ça va être encore un sujet. Ça les challenge encore plus et ça pose des problèmes sur le futur modèle. Éric Blaine. Moi, je reste sur un sujet bourse, en fait. Et même dans ces moments un peu compliqués de coronavirus, je constate que les entreprises continuent leurs opérations d'acquisition. Rien que cette semaine, on a entendu donc Alstom qui visiblement va se rapprocher de Bombardier, de Schneider qui fait une opération financière sur RIB Software, donc en Allemagne, qu'Atlas Copco, donc un Suédois, a investi aussi sur une boîte allemande et à travers une OPA. Et puis, on a Partner qui va se faire acheter, si j'ai bien compris aussi, par... Donc vous nous dites pendant le coronavirus, la fête continue. Donc la fête continue, et on voit bien que les taux sont bas, ils en profitent pour se renforcer, et ils n'ont pas peur, au-delà du court terme, d'aller de l'avant. Et on passe au top 3, je sais que vous attendez ça avec impatience. Alors c'est intéressant parce que il y en a dans tous les sens là, les performances depuis le début de l'année, très positif, très négatif, il y a tout. François Chollet est en tête, 9,6%, José Berros 9,1%, Virginie Robert 8%. Alice Labousse, vous démarrez bien l'année. Je vais donner ce que vous avez en portefeuille, vous allez me dire si vous gardez ou vous vendez. On a du Orpea. Oui. On a du ABB. Non. On vend ? Oui. On a du IPG Photonics. On garde, bien sûr. On garde. On a du Terradine. Garde. Je vais vous acheter un buzzer parce que vous répondez comme dans les trucs. Je fais pas Stéphanie Monaco. Oui, c'est ça. Il y a un peu ce côté-là. Là. J'ai peur de vous donner le nom. Je me dis, elle va crier. Exobionics. Exo, je garde, même si bon, il y a beaucoup d'augmentation de capital en ce moment. Insulette qui fait 20% depuis le début de l'année. Pompe à insuline, le pancréas artificiel. Je l'ai dit ici. Vraiment, c'est l'avenir. Ça fait partie de l'avenir. Mais on n'y pense pas assez au pancréas artificiel. Robotisé. Non, vraiment. Non, mais je plaisanterai jamais avec les meilleurs investissements, à mon avis, en ce moment, c'est le matériel médical robotisé. Tout le monde cherche ça. Les géants du matériel médical, comme les fonds de private equity qui sont prêts à payer très cher. Et donc, qu'est-ce qu'on achète ? Eh ben, on achète de la santé. Et aujourd'hui, justement, en fait, on est en plein dans cette thématique, puisqu'on achète une société qui s'appelle C-Link, qui est une société suédoise, qui a été fondée en 2016, qui fait déjà 400 millions d'euros de capitalisation. Celui qui l'a fondée est un jeune garçon, puisqu'il a eu un prix par Forbes. Non, il n'a pas 8 ans. Mais il fait partie, vous savez, Forbes... C'est un NIT. C'est un mec à glander en sortant de... C'est un des 30 personnes dans le monde qui compte le plus pour Forbes, en ayant moins de 30 ans. Sympa. Donc c'est un garçon qui a racheté un brevet à son père, qui avait fait des études sur la bio-impression 3D. Alors vous connaissez l'impression 3D, Bien les sûr. imprimantes 3D, sauf qu'au lieu de mettre de l'encre ou du plastique, on y met des cellules vivantes et on met un espèce de substrat qui permet de nourrir les cellules. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on peut maintenant fabriquer de la peau, on peut maintenant fabriquer des petits bouts d'organes. Alors
sur les organes, ça pose des problématiques éthiques principalement et réglementaires, mais pour la peau, c'est très intéressant pour la recherche académique, c'est très intéressant pour la recherche cosmétique, pour éviter les tests. Et là, on en est en phase de recherche. Les animaux. Ah non, là, c'est vraiment, ça fonctionne. Ils font du chiffre d'affaires. Il a sa petite imprimante à peau. Il vend les imprimantes et il vend son bio-encre. Donc, bientôt, il y aura beaucoup d'imprimantes installées. Et donc, son modèle, ça va être justement de vendre des nouvelles cartouches d'encre. Mais c'est très intéressant. Beaucoup d'universités qui font de la recherche académique achètent ces bio-imprimantes. Et je peux vous dire que ça fait partie vraiment des grandes thématiques d'avenir. Et que, bon, c'est un petit peu cher, mais on estime quand même une croissance de 60% prévue cette année. C'est 400 fois le chiffre d'affaires et 2000 fois la perte. C'est 11 fois le chiffre d'affaires, ce qui est très élevé, on est d'accord. Mais c'est quand même une société qui croît entre 50 et 70% par an et dont les perspectives sont extraordinaires. C'est Link, C-E-2-L-I-N-K. Éric Blaine, vous aussi, bonne performance depuis le début de l'année. On a Ruby. Je garde. On a Worldline qui cartonne, 15,7%. On a Devoteam et on a Saint-Gobain. Qu'est-ce qu'on achète? Je garde les 4. Et moi, je serais prudent cette fois-ci. J'achèterais Engie. Donc pour 3 raisons. C'est une question de valorisation d'abord. Parce que la patronne est partie. Ensuite de bourse et enfin de gouvernance, malheureusement. J'ai pas compris l'histoire sur ça. On en parle. Valorisation. Les retours sur capital investi de cette société sont autour de 5%. C'est en gros autour du prix qu'elle se finance. Donc on crée de la valeur sur Engie aujourd'hui. Pourtant, lorsqu'on regarde en termes de capitaux investis, on a une décote de 40%. Ça me paraît quand même beaucoup. Pour une question boursière, c'est la thématique boursière utility, c'est-à-dire producteur d'énergie de façon moins polluante, la classe dans laquelle on peut mettre Engie aujourd'hui, ça va s'accélérer demain. On voit une performance exceptionnelle du secteur utilities en Europe. Donc elle est très en retard. Pourquoi? Parce que c'est en retard. Parce que c'est en retard. Okay. Ouais, parce que c'est en retard. Valorisation et aussi thématique de demain, hein, c'est comment est-ce qu'on produit de l'électricité moins polluant que par du charbon, par exemple. Et donc ça, c'est aujourd'hui Engie est positionné là-dessus et le secteur en profite beaucoup, tout ce qui est sur cette thématique. Et troisièmement, la gouvernance, où effectivement, on avait quand même une gouvernance qui était très complexe entre l'ADG et le président, Mestralet ou Clamadieu. Là, Clamadieu reprend les rênes et va aligner la gouvernance. On va pouvoir avancer sur cette société, ça va aller plus vite, les décisions vont arriver et je pense que la bourse réagira bien. Pourquoi il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises dans les... Ça, je ne suis pas capable de juger, parce qu'en fait, quand on regarde les bénéfices par action, on s'aperçoit qu'elle a fait un bon travail. Hein. Ouais. Lorsqu'on regarde l'amélioration du consensus bénéficiaire, on est passé sur des révisions bénéficiaires qui étaient plutôt à la hausse sur 2019 et plutôt sur 2020. Donc peut-être que stratégiquement, ça pose un problème, mais en tout cas, ils ne s'entendaient pas. Ça, c'est le bon point. Et comme ils vont arrêter de ne pas s'entendre, effectivement, puisqu'il reprend au moins de façon intérimaire la présidence et la direction générale et qui va choisir son directeur général, on va espérer que la société après avance. Vous n'avez pas, Christophe Barrou, le cours d'Engie dans un an? Non. Non, ok. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera absolument exceptionnelle.